Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Congo Buzz Télévision, une nation, une chaîne, une nouvelle république. Unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oubliez-moi, Taïmana, Chino, Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, première partie. C'est vendredi, on va donc terminer la semaine. Demain samedi, je pense que dans les prochains jours, je prendrai volontiers un jour de repos. Ça sera probablement samedi où je me reposerai vraiment. Et pour en même temps rester frais, mais aussi avoir un peu de temps pour autre chose. Il est important de le faire parce que sinon, c'est assez encombrant un peu, ouais, je dis encombrant un peu. Alors, je voudrais dire aux Congolais, encore une fois, que l'on puisse réfléchir sur des questions assez, à mon avis, essentielles. Il m'arrive quelquefois de passer mon temps à lire, mais aussi à essayer de comprendre comment les autres réfléchissent. Voyez-vous, et je me rends compte d'une chose, que le développement, l'émergence, le succès, ce n'est pas des faits des hasards. Non, pas du tout. Aucun pays ne s'est réveillé demain, il devient développé. Mais je me rends compte que et l'émergence et le développement, c'est en réalité des articulations des intelligences. C'est, on va dire, l'assemblage de toutes les énergies positives, mais surtout la combinaison des compétences. Et dans un État qui a compris ces choses, cet État se voit toujours assez développé. Parce que quand les autres parlent de la faim, lui, il cherche comment résoudre ce problème-là, en apportant des solutions. Donc, c'est un État qui conçoit d'abord différemment les choses. Pour cet État-là, le bien-être de son peuple est d'abord le premier défi qu'il faut d'abord élever. Ils ne sont pas dans les statistiques, ils ne sont pas dans les prouesses spectacles, eux, ils sont dans le concret. Ils essaient de faire des choses concrètement pour que ça marche. Et vous allez voir, l'une des particularités de ces pays-là, c'est qu'ils consomment les intelligences. Ils sont à la recherche des intelligences. Les intelligences ne chôment pas. Il est impossible dans ces pays-là qu'une intelligence chôme. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque les intelligences ne chôment pas, les muscles non plus ne vont plus chômer. Parce que lorsque les intelligences sont mises au service, sont mises au travail, les intelligences ont besoin de s'asseoir sur le muscle. Celui qui a inventé l'industrie, ce n'est pas lui qui va emmener les charbons dans le truc, il va demander aux autres de le faire. Celui qui a inventé les circuits bancaires, ce n'est pas lui qui accueille les clients. Bref, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours une répartition des tâches, tout simplement parce qu'on a confié la chose à quelqu'un qui sait, à quelqu'un qui comprend et à quelqu'un qui a une idée d'où il amène le pays. Les pays à travers le monde ont besoin des guides, ont besoin des leaders, ont besoin des présidents, ont besoin de rois, des monarques. Bref, ils ont besoin des visionnaires, de gens qui imaginent l'avenir, qui essaient de voir l'avenir et qui osent les présents. Il est impossible de développer un pays si vous êtes dans le conformisme, si vous êtes dans des compromissions. Parce que l'excès des compromis, c'est aussi des compromissions. Mais vous devenez un pays fort, un pays sérieux, lorsque vous savez respecter la norme de tout le monde. Lorsque vous arrivez à respecter la norme, vous arrivez à respecter les textes que vous vous êtes vous-même choisis. Alors quand vous n'êtes pas dans cette logique-là, vous ne pouvez pas prétendre aller dans un développement quelconque. Puisque regardez, ce qui différencie ma pays ou ANAP est la conception de Bango et Moussala. Regardez dans tous ces pays qui se développent, le temps de travail est sacré. Et vous allez le voir même dans les petites choses. On interdit les téléphones au travail, on interdit les réseaux sociaux au travail. Ils essayent de se concentrer, ils essayent de maximiser. Ils ont le programme des shifts, ça veut dire ceux qui travaillent du matin de 8h à 12h. Il y en a qui vont venir remplacer de 12h à 18h, d'autres reviendront de 18h à 23h, d'autres prendront de 23h à 6h, et ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte que la machine ne s'arrête pas. Et puisque la machine ne s'arrête pas, il gagne le temps. Faites un tour à Dubaï, vous allez voir, c'est pratiquement une ville qui ne dort pas.
Il est possible qu'à Dubaï, que vous avez envie de manger à minuit, vous mangerez à minuit. Le plat de votre choix. Il est possible qu'à Dubaï, quand vous avez envie de vous amuser, par exemple à 2 h du matin, vous irez à 2 h du matin et vous allez vous amuser. Ce qui fait que tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez l'avoir à n'importe quel moment. Tout simplement parce qu'ils ont essayé de canaliser toutes les énergies pour le travail. Si vous allez par exemple en Chine, vous allez vous rendre compte que dans le métro, quand les gens sortent du métro pour aller au boulot, c'est un peu comme si les gens sortaient de nos stades ici, quand ils partent suivre le match. Ça veut dire que là, ils ont développé une mentalité de travail. Il est donc impossible et pratiquement inconcevable de concevoir que les gens ne travaillent pas. Ce n'est pas possible. Tout est là, tout est fait pour que les gens travaillent. Ils ont axé leur travail dans le privé et vous savez que le privé apporte beaucoup plus de développement. Tous les pays qui laissent à l'État le soin de tout faire, c'est des pays qui ne se développent généralement pas. Mais le pays qui ouvre la porte au privé, qui finalement crée un conditionnement positif pour permettre l'éclosion des privés, c'est ces pays-là qui se développent toujours. Mais tout ça, pour que ça réussisse, il faut de l'intelligence. Il faut de l'intelligence. Mais c'est quand on n'a pas assez d'intelligence dans la gestion que l'on a des gestions constipées, que l'on a des gestions assez troublées, que l'on a des fanfarons qui racontent par-ci, qui racontent par-là, tout simplement parce qu'on ne maîtrise pas quelle direction prendre. Tous les pays du monde choisissent des voies. Tous les pays du monde, ils choisissent. Vous allez voir, l'Amérique a choisi, la France a choisi, l'Allemagne a choisi. Tous les pays choisissent les lignes directrices de leur pays. Il y a tous les pays du monde, même la Russie, même la Corée, ils ont fait le choix d'être un pays nucléaire. Il y en a qui ont fait le choix d'être un pays économique. Il y en a d'autres qui ont fait un choix d'être un pays de destination médicinale, en fait, je veux dire médicale. Il y en a d'autres qui ont fait le choix d'être un pays de destination technologique. Il y en a qui ont fait le choix d'être un pays à destination industrielle. Il y en a qui ont fait le choix comme ça. La Turquie a fait le choix d'être aujourd'hui la référence du monde en matière d'aéroport. Il a fait le choix d'être le meilleur pays aujourd'hui en matière de livraison, en matière de vêtements, ainsi de suite. Ça devient une destination aujourd'hui. Il a détrôné l'Italie en termes de pas de qualité, mais en termes de quantité. Voyez-vous, l'Indonésie, la Malaisie, tous ces grands pays-là, bref, ils ont gagné en ce qui leur concerne. Ils se sont dit, voici la ligne que nous prendrons. Nous n'avons peut-être pas les matériels sur place, mais nous allons créer des cadres pour permettre à ce que ceux qui ont les matières premières, qui viennent avec ça chez nous. Donc, c'est des pays qui ont décidé de prendre une autre tournure. Singapour, vous le savez. Donc, mais maintenant, la question, c'est qu'en Afrique, les gens dorment encore. Le Botswana sait ce qu'il veut. Et le Botswana est en train de se développer. Tout le monde voit. Tout le monde voit comment le Botswana est en train de se développer. Le Ghana aujourd'hui, on peut dire tout ce que l'on veut sur le Ghana, mais le Ghana montre certains points. Il y a des choses à refaire, mais vous voyez que le Ghana affiche clairement son intention de se développer. Très clairement. Le contrat qu'il signe avec les autres pays. Vous voyez que ce sont des contrats qui ne sont pas comme le contrat signé en Afrique centrale ou en Afrique australe. Ce n'est pas la même chose. Chez eux, vous voyez une certaine attitude, une certaine, je ne veux pas dire souveraineté, mais une certaine intelligence dans leur gestion. Vous avez des pays comme le Chili qui ne se trouvent pas en Afrique, mais les pays comme le Chili, par exemple, ils ont les mines, ils se sont dit, mais nous n'avons pas beaucoup de choses, nous n'avons que les mines. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont mis de l'intelligence dans leur secteur minier et vous avez les résultats aujourd'hui. Vous avez l'Australie qui s'est dit, mais écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, créons une société basée sur le travail, basée sur la moralité. La Suisse dit, qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons pas d'or, on n'a pas de l'or, on n'a pas de pétrole, nous n'avons pas toutes ces choses, mais basons notre pays sur, par exemple, le circuit bancaire. Nous mettons notre pays dans une dimension où tout le monde voudra se dire, c'est un pays sérieux, je peux mettre mon argent là-bas. Et c'est comme ça. L'Inde s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour briller? Investissons dans nos enfants. Investissons dans la santé. Ils ont investi dans la santé à un moment donné, ils sont devenus les leaders sinon du monde en termes de santé. Tout le monde va se faire soigner en Inde. Mais après, ils se sont dit non, mais nous pouvons maintenant être une gibecière technologique. Ce qui fait que les États-Unis puisent les cerveaux les plus importants de la technologie en Inde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, tout le secteur informatique, mais détenu par les Indiens. Ils sont partout dans toutes les banques, ils sont partout puisque l'Inde avait compris en disant il faut développer ce potentiel-là. Il faut développer ce potentiel. Est-ce que vous avez déjà entendu un Africain aller faire le droit en Inde? On ne va pas faire le droit en Inde, on va faire l'informatique en Inde. Mais pourquoi? Parce que l'Inde a compris qu'il fallait vous convaincre qu'il est la destination pour apprendre à vos enfants l'informatique. Et les gens y vont. Maintenant, la RDC est dans quoi maintenant?
La RDC ne consomme pas ces intelligences et la RDC étouffe ces intelligences. La RDC ne comprend pas la méritocratie. La RDC est encore dans les récompenses, encore dans la copinocratie, encore dans la familiocratie et qui crée à la fin l'idiocratie. En lisant ces livres de destin, parce qu'un pays doit avoir un destin. C'est quoi votre destin? Quel est le destin de notre République? Nous allons où? Pourquoi? Faire quoi? On arrivera comment? Dans combien de temps? Avec quel type de personnes? Avec quel type de mentalité? Si vous voulez avoir ces réponses, Cicéron l'avait déjà bien dit dans son livre Le Destin. Et quand vous lisez La République et le Destin de Cicéron, il explique des choses qui aujourd'hui sont véritablement d'application. Mais c'est des années et des années avant Christ. C'est des années et des années avant notre ère. Ces gens avaient compris que la société ne peut pas se développer avec les incultes. Pour Cicéron, il n'est pas possible qu'on développe une société avec des gens comme Catilina. Pour Cicéron, on ne peut pas comprendre un pays avec des farceurs et des margoulins. Il n'est pas possible. Ici, il prêche, dans ses livres, il prêche l'amour de la loi. Il ne prêche pas la contrainte de la loi, mais l'amour de la loi. L'amour de la loi, ça veut dire l'éducation. C'est au niveau de l'éducation que l'on apprend aux enfants à aimer la loi, à respecter les interdits, à respecter les limites. Quelles limites nous avons encore? Dites-moi, quelles limites nous avons? Vous avez vu comment la société congolaise s'est pervertie? Des gens se déshabillent, mais vous trouvez des gens qui les défendent. Des gens qui en sont en train d'insulter, mais vous trouvez les gens qui les défendent. Et ceux qui les défendent vont même plus loin, font des comparaisons bêtes et inutiles. Et tu te rends compte que ce monsieur n'est pas sérieux. Cette dame n'est pas sérieuse. Nous n'avons plus de limites. Ce pays n'a plus de limites. Tout le monde fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut. Et ils ont la seule raison, liberté d'expression. Mais ce n'est pas la liberté de la diffamation. Ce n'est pas la liberté aux imputations dommageables. Les gens ont des vies privées, il faut les respecter. Mais vous trouvez des hommes qui croient être sérieux. On dit non, mais quand on est politicien, on n'a pas de vie privée. Mais voyez comment les gens, sont parfois dérangés dans leur esprit. Et quand on leur demande, lisez, apprenez à lire. Vous vous abroutissez dans les réseaux sociaux. Vous vous abroutissez en suivant les médias faibles. Vous vous abroutissez en écoutant des messages spirituels à la con. Vous vous abroutissez en suivant des politiques faites par des médiocres. Vous vous abroutissez. Mais c'est un abroutissement collectif. Et quand on essaie d'expliquer aux gens, ils ne nous comprennent pas. On dit non, dans un État, dans un pays, il faut qu'il y ait des limites. S'il n'y a pas de limites, c'est l'anarchie. S'il n'y a pas de limites, eh bien c'est le chaos. Une république, ce n'est pas une poubelle. Une république, c'est un endroit ordonné où règne l'ordre et la discipline. Quand on dit liberté d'expression, il y a des limites. Tous les pays du monde encadrent la liberté d'expression. La diffamation est une infraction. Imputation dommageable est une infraction. Calomnie est une infraction. Alors vous allez voir des hommes déséquilibrés venir vous dire non mais voilà tel a insulté aussi, tel a insulté. Mais on ne corrige pas une erreur par une autre. Quelle république voulez-vous avoir? Une république avec des béquilles ou une république avec une colonne vertébrale forte? C'est quoi vous voulez à la fin? Vous n'allez pas continuer à expliquer, à justifier vos erreurs par les erreurs du passé. Comment on fait pour en arriver là? Les gens n'ont pas de limite malheureusement. On insulte des parents, on insulte des femmes, on insulte des enfants, on insulte des vieux. Confucius disait ceci. Il y a 3 catégories d'hommes. Il y a les hommes d'en haut, il y a les hommes d'en bas, et puis il y a les hommes nuls. Pour Confucius, les hommes d'en bas sont ceux-là qui ne respectent pas les aînés, qui ne respectent pas Dieu. Mais lui-même le dit, il ne respecte pas la loi. Mais lui-même s'étonne en disant, comment ils vont respecter Dieu s'ils ne le connaissent pas? Comment respecteront-ils les aînés s'ils ne l'ont jamais côtoyé? Comment vont-ils respecter la loi s'ils ne l'ont jamais lu? Moi, je comprends beaucoup de gens. Voilà pourquoi moi, j'ai de la compassion. Quand des personnes assez âgées tombent dans la bassesse, j'ai de la pitié, j'ai de la compassion. Et vous voyez les gens chercher à justifier des choses qu'ils ne comprennent même pas. Qu'ils ne comprennent même pas. La plupart de ceux qui racontent des choses à la télé, si vous leur posez la question, avez-vous vu la vidéo en question? Non. Mais alors, pourquoi tu juges? Comment tu condamnes si tu n'as jamais lu un truc? Malheureusement, qu'est-ce que vous voulez? On est dans un pays où les limites ne sont pas respectées, où la norme n'a pas de sa valeur, où je veux dire,
On ne voue plus un culte au vrai, au bon et au bien. C'est malheureux, malheureusement. C'est malheureux. Donc, en lisant ces petits livres, il n'a pas beaucoup de pages. En un mois, vous pouvez le finir. Si vous êtes très occupé, pardon, en un mois, vous pouvez le finir. Mais si vous êtes vraiment, voilà, vous donnez 1 ou 2 semaines, vous allez le faire. En raison de 5 pages ou 10 pages par jour. Quand je dis 10 pages par jour, ça veut dire que quand tu te réveilles le matin, tu te donnes 3 pages. Et puis après, tu te donnes encore 3 pages. Et puis après 3, et puis c'est bon, ça va. Tous les jours, tu fais la même chose. Tu essayes de comprendre ce que dit Cicéron sur la question. Nous devons, pour développer notre pays, comprendre ce que c'est le pouvoir. Et pour comprendre ce que c'est le pouvoir, il faut lire ceux qui ont écrit sur le pouvoir. Il y en a beaucoup. Je vous ai cité plusieurs livres ici sur le pouvoir. Il y a Devèze qui a écrit sur le pouvoir. Son livre intitulé « Le pouvoir rend-il fou ?» Dans le livre de Devèze, « Le pouvoir rend-il fou ?» Il pose la question. Il se dit, mais à partir de quel moment on perd la tête? Parce que le pouvoir, si vous ne l'encadrez pas, vous êtes foutu. Le pouvoir vous corrompt. Le professeur Kabanda disait, le système, quand il est mauvais, il pervertit ceux qui l'intègrent. Pourquoi? Parce que vous trouvez au sein d'un système des habitudes, des convenances, qui, une fois que ces convenances sont contraires aux mœurs, vous vous pervertissez. Et c'est ainsi que vous dites, ah, là qui bien, mais à cause de la pouvoir, à Béba. Le système l'a perverti. Mais en réalité, le système ne l'a pas véritablement perverti. Le système a réveillé son caractère médiocre qui sommeillait encore en lui. Et je vous invite, s'il vous plaît, à lire encore une fois ce livre. Le pouvoir rend-il fou? Moi, c'est un vrai régal pour moi parce que je me mets à les lire de temps en temps et ça me fait rire parfois. Parce qu'en lisant ces livres, par exemple, tu tombes sur quelqu'un que tu connais. Par exemple, quand vous lisez l'exercice du pouvoir, il dit « Gare au syndrome Queen Bee ». En lisant, je ne vais pas lire parce que vous allez comprendre de qui je parle. En lisant seulement, vous comprenez qui le pouvoir a rendu fou dans ce pays. Vous allez comprendre vous-même. Pour ne pas dire qu'on ne lit que les autres, nous ne lisons pas que les autres. Nous lisons aussi les Congolais. Il y a un livre qui m'intéresse aussi, c'est le livre « La voix du changement » de Delis Esanga. J'essaie un peu de pénétrer ce livre, il me l'a donné lui-même. Et quand tu lis les livres de Delis Esanga, je peux vous lire quelques phrases. Pourquoi notre énergie pour la conquête du pouvoir s'estompe quand il s'agit de mobiliser pour la transformation sociale? Mais c'est des concepts assez forts. C'est quoi une transformation sociale? Moi, j'ai envie de poser parfois aux auteurs congolais. Qu'est-ce que vous entendez par transformation sociale? La transformation sociale n'est pas possible si vous n'avez pas l'exemplarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un groupe d'individus considérés comme élite décide d'appliquer, non d'abord, décide d'imaginer, décide de réfléchir, décide, comme Victor Hugo l'a si bien dit, le pouvoir d'oser, le pouvoir d'imaginer. Il décide d'imaginer la chose et il se donne la discipline de l'accomplir. Eux se comportent différemment. Ainsi, les autres vont le suivre. Prenons l'exemple de Mao. Prenons l'exemple de la famille Kim. Prenons l'exemple de tous ceux qui ont dirigé le monde. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, eux-mêmes avaient une certaine discipline à des proportions bien gardées, une certaine discipline, et c'est à travers cette discipline-là que le peuple les a suivis. Un peuple ne peut pas vous suivre dans les paroles. Le peuple vous suit dans les actes. Vous ne pouvez pas demander à un peuple l'austérité lorsque vous vivez dans l'opulence. Vous ne pouvez pas demander au peuple d'être patient lorsque vous vivez dans la bourgeoisie. Ce n'est pas possible. L'exemplarité, c'est la seule norme qui aide un peuple à se développer. Donc, sans exemplarité, ce n'est pas possible. Delis Esanga dit l'insécurité, la fragilité, les institutions, la régression des droits et libertés des citoyens, la pauvreté, l'accentuation des inégalités sociales, le règne de l'injustice et la corruption, le culte de la personnalité, la dérive autoritaire ainsi que le déficit du sens de l'État et du bien commun dépeignant encore notre pays. Celui-ci demeure dans une impasse éthique. L'action des institutions ne suffit plus. Le Congo a besoin d'autres instruments efficaces pour sa gouvernance. Il nous faut une démocratie citoyenne, celle dans laquelle la population veille au respect des lois et de la liberté ainsi qu'à son bien-être. C'est bien ce qu'il dit. Mais dans la pratique maintenant, ici, il faut le dire, je suis totalement d'accord sur la forme. Maintenant, sur le fond, comment nous prenons la méthode? Il n'y a pas de démocratie sans réel État. Il faut d'abord qu'il y ait l'État.
Ensuite, vous aurez des hommes d'État. Ici au Congo, on veut avoir des hommes d'État sans l'État lui-même. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir des hommes d'État si vous n'avez pas un État qui existe. L'État doit d'abord exister. Si l'État existe véritablement, vous allez utiliser d'autres instruments. Le premier instrument qui fédère les esprits, c'est l'éducation. Mandela, dans son livre « Conversation avec moi-même », Mandela dit « L'éducation, c'est la seule force qui pourra transformer notre société demain. » Un peu, on va dire, je paraphrase. Ça, c'est Mandela qui le dit. Mandela a dit une fois à Desmond Tutu, il a dit à Jacob Zuma, il a dit à Thabo Mbeki, il a dit à la jeunesse de l'ANC. Il dit la guerre qui nous attend demain, ça ne sera pas la guerre de l'eau, la guerre de l'électricité, mais ça sera la guerre de cerveau. Nous ne sommes pas assez outillés face à ce blanc-là. Eux, ils sont outillés, ils ont été formés. Nous avons passé tout notre temps dans la lutte. On n'a pas été à l'école. On n'a pas été dans les cadres, dans les centres de formation. On n'a pas été dans les grands laboratoires. Le véritable conflit de demain sera le conflit de gestion, sera le conflit des compétences. Sommes-nous prêts? Autour de la table, personne n'avait répondu. Personne alors. Et c'est là que Mandela leur dit, on n'a pas le choix de composer avec eux. Et si vous lisez le livre de Racine, c'est un livre qui a été fait comme finalement une sorte on va dire quoi, de série, d'une série. Ça s'appelle série Kuntankite. Ceux qui ont regardé ces films Kuntankite, en dehors du fait que ça vous nourrit un peu du racisme, en dehors du fait que ça vous énerve, c'est vrai, moi, je n'ai pas pu supporter à suivre 2, 3, 4 fois, parce que ça m'énervait en plus, ça me remplissait de haine et de colère, mais aussi des vengeances. Mais je me suis défait de cette attitude-là pour lire l'histoire. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est lorsque Kuntankite dit à ces gens, quand on a aboli l'esclavage, maintenant ils se sont dit où on va aller. Ils ont eu 2 types de comportements. Le premier, c'était le comportement de jouissance. On va prendre la ferme de blanc, on va être libre, on va circuler. Mais Kuntankite leur dit, l'esclavage vient de passer de l'autre bord. En disant quoi? Il dit, cette fois-ci, on ne sera plus enchaîné, on ne sera plus attaché, mais l'éducation nous fera défaut. Et il avait eu raison. On a fini avec l'esclavage, les Noirs sont rentrés dans une autre forme d'esclavage. Parce que dans le monde actuel, ce n'est pas celui qui a l'argent qui dirige, détrompez-vous. C'est celui qui a l'information qui dirige. Le monde est dirigé par ceux qui ont les informations, pas ceux qui ont de l'argent. Les gens pensent que Bill Gates a beaucoup d'argent. Bill Gates n'a pas beaucoup d'argent, Bill Gates a beaucoup d'informations. Les gens pensent que le fondateur de Apple avait eu beaucoup plus d'argent. Non, il avait eu l'information que les autres n'avaient pas. Thomas Edison n'avait pas d'argent, il avait l'information. Ford n'avait pas l'argent, il avait l'information. Rockefeller n'avait pas d'argent, il avait l'information. Et c'est comme ça. Ceux qui possèdent les informations sont beaucoup plus riches que ceux qui possèdent l'argent. Parce que l'information crée de l'argent. L'information crée le pouvoir. Et quand on ne connaît pas ces choses, ça va être très compliqué. Donc ici, le problème, c'est d'abord comment on va éduquer notre peuple. Moi, j'ai horreur des gens qui parlent trop de liberté individuelle, Mais vous n'êtes pas libre si vous ne connaissez pas. Même la Bible que nous lisons le dit si bien. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Vous connaîtrez. On n'a pas dit vous posséderez, on dit vous connaîtrez. On n'a pas dit que ce qui vous rendra libre, c'est l'argent. On n'a pas dit que ce qui vous rendra libre, c'est savoir prier. On n'a pas dit que ce qui vous rendra libre, c'est avoir une maison ou c'est avoir de l'argent. On a dit ceux qui connaîtront la vérité seront affranchis. Donc vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis. Connaître la vérité, c'est avoir la connaissance. C'est avoir de la lumière. Qui êtes-vous si vous ne l'avez pas? Quel est notre rêve en tant que peuple? Quel est notre rêve en tant que peuple? Quel est notre rêve en tant que pays? Voilà les rêves de l'Amérique avec Al Gore, son livre Le Futur. Il ne parle pas que de l'Amérique, il ne parle pas que de l'Amérique, il ne parle pas que de l'Europe, il parle du monde. Le Futur, un merveilleux ouvrage. Un merveilleux ouvrage. Vous savez pourquoi je commandais ce livre? Je commandais ce livre parce qu'un député avait menti à toute la République sur un livre qui n'avait rien dit de ce qu'il disait. Et je commandais ce livre. Et quand je l'ai lu, le gars avait tout sauf dit la vérité. Comme le peuple ne lit pas, on peut faire croire au peuple n'importe quoi. J'ai même un livre ici qui me fait rire en même temps. C'est le livre d'un frère congolais, André Bila, qui dit « Ne le dites pas aux Africains ». C'est à la fois provocateur, mais quand même c'est important.
Ne le dites pas aux Africains. Souvenez-vous de l'adage qui dit, si tu veux cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre, il ne le lira pas. Ouais. Donc ne le dites pas aux Africains. Mais il y a aussi un merveilleux ouvrage d'un Ivoirien. J'oublie le thème, mais je crois avoir lu 2-3 choses. Il dit, je vais paraphraser en tout cas, il dit, n'empêchez pas aux Noirs, non, laissez les Noirs s'endormir, mais quand ils se réveilleront, ne les empêchez pas de se réveiller. Je pense un truc dans le sens. Et c'est non seulement interpellateur, mais ça avertit. Donc, quand vous lisez Al Gore, vous allez vous rendre compte qu'Al Gore explique le monde, comment il va le monde. Il parle de la jeunesse, par exemple, du monde. Il parle que, ici, il explique les États-Unis, ce que les États-Unis font avec leurs jeunes. Les États-Unis sont allés plus loin pour aller puiser la connaissance des Indiens. On recrute les Indiens, on fait ceci avec les Chinois, on fait cela. Donc ça veut dire que, un peu comme ce que Lionel Jospin disait dans son livre « Le monde comme je le vois », hein, Le monde comme je le vois de Lionel Jospin, où il explique, il explique l'américanisation du monde et la mondialisation de l'Amérique. C'est des concepts qu'il développe dans ce livre. Vous n'avez qu'à le lire, vous allez être très content, vous allez vous rendre compte que c'est terriblement fabuleux. Oui, je l'affirme que la RDC est l'avenir du monde. Mais est-ce que nous le percevons comme ça? Est-ce que nous le percevons comme ça? Est-ce que nous percevons véritablement que la RDC, c'est vraiment l'avenir de ce monde? Si nous pensons comme ça, alors il est temps de nous approprier l'histoire de notre pays. Il est temps de comprendre l'historique de ce pays, d'où nous venons, qu'est-ce que nous allons faire, comment nous allons, ce que nous allons faire. Et sous mes yeux, j'ai un livre, un bon livre, c'est un guide pour découvrir le pays qui détient le monde, c'est Yati Merlus, ce livre, il est là, je l'ai aussi en même temps, et ça me permet de lire, parce qu'après, quand tu lis par exemple sur la géographie de la RDC, tu essaies de voir le fleuve Congo, tu essaies de voir les territoires, tu essaies de parler de beaucoup de choses, et puis il vous parle de tout ce qui se passe. C'est assez bien. On peut ne pas être d'accord avec l'auteur dans certains points, moi par exemple, mais à la limite, vous savez qu'il donne quand même panorama, bien pour et c'est à nous de décider. C'est pourquoi je dis aux gens, qu'est-ce que vous faites si vous ne lisez pas? Il faut lire, ça vous donne le temps de comprendre. En dehors du fait que on n'a pas un pays quand on ne connaît pas Place Touzokende. Il faut qu'on développe, moi je vais dire, une sorte de contrat. De contrat avec ceux qui nous gouvernent. C'est bien de créer des partis politiques par-ci, par-là. C'est bien d'avoir des mouvements politiques par-ci, par-là. Mais quel est le lien que vous avez avec le peuple? Quel est le contrat que vous faites avec le peuple? Le contraire. Quel est le contrat que vous faites avec le peuple? Il y a quelqu'un qui avait écrit en son temps le contrat social. C'est le livre de Rousseau. Jean-Jacques explique que la stabilité d'un État réside dans la nature du contrat que les dirigeants ont avec le peuple. Mais Rousseau explique encore mieux. Ce contrat-là, ce n'est pas un contrat écrit forcément. C'est un contrat avec les morts, avec les vivants, avec le foetus. C'est un contrat avec l'histoire, c'est un contrat avec la métaphysique. Un peu comme le prof Njoli aime bien le dire. C'est un contrat avec l'intangible. Quand on dit qu'on fait un contrat avec le peuple, ce n'est pas les gens que vous voyez, c'est des futures générations aussi. En France, il y a des lois comme de Simone Veil. C'est des lois qui ont été édictées depuis très longtemps, mais que les générations d'aujourd'hui continuent à les appliquer et même à vivre, à en jouir même. Le contrat social, on doit l'avoir. Mais quel type de contrat nous devons avoir avec ces gens? Quel type de contrat on doit avoir avec ces gens? Nous devons avoir un bon contrat avec nos dirigeants. Le vrai contrat. Le contrat n'est pas tribal. Le contrat n'est pas ethnique. Le contrat n'est pas clanique. Le contrat est sur la survie. Le contrat est sur le devenir. Le contrat est sur l'avenir. Le contrat est sur nos enfants, sur nos futures générations. Le contrat est sur nos cimetières, sur nos routes, sur notre avenir, sur nos victoires prochaines, sur nos batailles prochaines. C'est en ça que le contrat est fait. Mais est-ce que nous le faisons? Ça, j'en sais rien. Donc, il est très important pour moi, avant de terminer cette émission, permettez-moi de vous le dire encore que c'est à nous de décider de ce que nous voulons véritablement. Est-ce que nous voulons d'un État vrai ou nous voulons d'un État faible? Et pour ceux qui vont diriger ce pays, je ne vois pas un dirigeant, un vrai dirigeant, réussir à diriger le pays s'il n'a pas lu ces deux ouvrages. Il est impossible pour vous de bien mener. Moi, si je rencontre le chef de l'État, en face, le président Félix, je lui offrirai ce livre. Je sais qu'il en a. Mais ça sera simplement pour moi un rappel. Je dirais, monsieur le président, je vous offre ce livre, lisez-le.
Ça va être important. Chaque jour, prenez quelqu'un pour qu'il vous lise ne serait-ce que 2-3 pages. Ne serait-ce que 2-3 pages par jour. Vous comprendrez qu'ici, on allie la douceur, la diplomatie, l'intelligence, la fermeté. La capacité de ruse se trouve dans Le Prince. Parce que ce livre, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un livre à titre posthume. Le gars, quand il écrit, c'est quelques années après que le livre va être publié. Parce que dans le temps où il avait écrit ces livres, il n'allait pas avoir le temps d'aller en exil. On allait l'abattre. On allait l'abattre. Moi, je pense que c'est l'auteur le plus incompris de l'histoire. Machiavel restera incompris, intemporel mais incompris. Ce livre n'est pas un manifeste de dictature. Ce livre n'est pas un laboratoire de la dictature, non. Mais ce livre est un livre pragmatique. Le monsieur est pragmatique. Il n'est pas idéaliste. Il est pragmatique. Mais les gens l'ont très mal lu. Étant donné que ce livre a été lu plus par les dictateurs que par les démocrates, parce qu'en réalité, les dictateurs sont pragmatiques, les démocrates sont des idéalistes. Voilà. C'est important de les lire. Et terminons avec mes deux chouchous. Les gens me reprochent très souvent de parler trop de Gustave Le Bon. Gustave Le Bon, ben voilà. Les livres de Gustave Le Bon, pensez, hein, ça c'est fabuleux. Mais il n'a pas écrit que ça. Il a écrit beaucoup de livres. Il a écrit Hier et Demain, que j'adore, que j'aime, que j'apprécie beaucoup. Ce gars est simplement fabuleux. Donc si vous le lisez, ça sera une très bonne chose. Mesdames et messieurs, vous n'avez pas un autre choix que de lire. Lisez, approfondissez vos connaissances, devenez de plus en plus important et vous comprendrez la loi du silence. C'est à force de beaucoup lire que l'on se tait parfois. Puisque tellement qu'on connaît les choses, on sait la notion du temps et on comprend la notion du silence. Le silence est une leçon que peu de personnes comprennent. Parce qu'il est silencieux de toutes les façons. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du corps. Fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Beautour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par